Je vais vous parler des foules au cinéma, donc de la figuration avec des figurants réels jusqu'aux foules numériques. Alors, qu'est-ce qu'un figurant en réel? C'est un acteur non professionnel, donc qui va être utilisé pour faire de la figuration en second ou en arrière-plan. Bon, ça, on peut faire de la figuration simple au sein d'une foule, de la figuration où on demande à un figurant de faire une action particulière, et puis on peut faire de la figuration intelligente. Là, on va lui demander de parler, et donc il va devoir apprendre quelques répliques à dire pour le film. Alors, c'est un tremplin, ça a été pendant une certaine période un tremplin pour des acteurs donc, qui ont commencé par faire de la figuration avant de devenir des acteurs connus. Donc ici, vous avez Simone Signoret, donc, qui a commencé comme figurante dans Les Visiteurs du Soir. Jean Carmet, dans Les Enfants du Paradis, donc autre acteur français connu. Clint Eastwood, donc, qui a commencé dans La Revanche de la créature. Michel Colucci, dit Coluche, donc, qui a commencé comme figurant dans Peau d'âne. Et enfin, Sharon Stone dans Stardust Memory de Woody Allen en 1980. Voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil au fait qu'on peut commencer en étant figurant et devenir une star connue nationalement ou internationalement. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes techniques donc, dans le cinéma pour créer des foules. Alors, bien sûr, au début du cinéma, il n'y a pas beaucoup d'effets visuels. On construit les décors à l'échelle 1, en dur. Donc là, dans le film Intolérance de Griffith en 1916, il y a une reconstruction de la ville de Babylone à l'échelle 1. Donc le film dure 3h30, il y a 4 histoires en parallèle au sein du film, et une des histoires se passe à l'époque de Babylone. Et donc il a fallu reconstruire des décors colossaux pour reconstruire Babylone. Et vous voyez dans cette image qu'on a des figurants. Alors ma souris, elle est là, en haut ici, vous voyez. Donc il faut que les décors tiennent pour qu'on puisse avoir des figurants qui puissent monter et qui puissent se déplacer à l'intérieur de ces décors. Et donc il y a 700 décorateurs qui ont travaillé pendant des mois pour construire cette reconstitution de la cité de Babylone. Et il y a des milliers de figurants au casting. Alors vous allez voir un petit extrait. Donc vous voyez ici des tours d'attaque pour attaquer la cité. Des combats. Alors, vous voyez ici un effet, puisqu'on a coupé la tête d'un figurant, donc bien sûr, j'espère que ça n'a pas été le cas en réel. Et des chars qui crachent de la fumée. Donc des effets visuels, des effets de fumée. Alors vous voyez aussi que la pellicule est colorée. Et donc en fait d'une époque à l'autre, ils utilisaient une couleur différente au sein de ce film. Voilà. Alors on avance de quelques années. Ici on a une scène de course de chars. Donc première version, adaptation de Ben-Hur. Mais on utilise des vrais chevaux. Et le problème, c'est que quand on fait des courses de chars et quand il y a des accrochages entre les chars, dans un monde réel, les chevaux peuvent se blesser. Et il peut même y avoir des accidents au niveau des cascadeurs. Et donc, à cette époque, il était courant qu'il y ait Quand les chevaux sont blessés, on ne peut pas les réparer. Et donc, on est obligé de les tuer. Et donc il y a eu un certain nombre de chevaux qui, pour aller chercher le réalisme des scènes, on était à l'époque
enclin à accepter qu'on tue des animaux, et il arrivait aussi que des cascadeurs soient tués sur les tournages. Alors ici, on est dans un film dont je vais vous parler un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a pas mal d'innovations dans ce film, et la foule est omniprésente. Donc ça se passe dans une cité futuriste, la cité de Métropolis, et il y a énormément de scènes avec des foules. Et là, vous voyez même des foules d'enfants. Donc il n'y a pas que des figurants adultes, il y a aussi des figurants enfants dans ce film. Alors, premier élément, ici, pour cette scène, il fallait 6000 figurants qui acceptent de se raser le crâne pour donc cette petite séquence. Et à l'époque, se raser le crâne, c'était très mal vu. Et parce qu'il faut attendre que ça repousse après, ça va mettre un certain temps. Et donc, il n'a pas trouvé ces 6000 figurants, il n'en a trouvé que 1000. Et donc, il a été obligé d'utiliser une technique de cache sur la caméra, et donc pour cacher petit à petit différentes parties de l'image. Et donc, il a filmé en superposition sur la même pellicule, avec les 6 angles différents en utilisant des caches. Alors, autre technique utilisée dans ce film, le stop motion, qui est beaucoup utilisé dans le cinéma d'animation. Donc, on a des décors qui sont des décors miniatures, et pour donner l'effet de trafic, donc des voitures au sein de la ville, eh bien, on va filmer image par image, et vous voyez donc les personnes qui sont en train d'animer les véhicules. Et donc, en filmant image par image, après, on a la restitution, donc avec la fluidité, donc de la vitesse de projection d'un film. Alors, autre effet inventé, utilisé pour ce film, s'appelle l'effet Shuftan, du nom de la personne qui l'a inventé. Donc là encore, l'élément important, c'est les décors ne sont pas à l'échelle 1, mais on veut quand même ici utiliser des vrais acteurs. Et donc, dans la partie basse de l'image, on va filmer des acteurs qui vont se déplacer donc dans des éléments de décor réels. Et en utilisant un miroir entre la caméra et... donc on a la caméra ici et on a la scène ici. Entre les deux, on a ce miroir et on va faire se projeter un élément de décor qui va venir se projeter sur la partie haute de l'image. Et par composition, on aura une partie filmée en live et une partie qui se projette, qui est statique. Et ça permet d'avoir des décors, des beaux décors, et d'éviter d'avoir à reconstruire des décors à l'échelle 1. Donc vous voyez ça dans cette petite séquence. Alors, dans la continuité de ça, donc, il y a le matte painting. Donc là, c'est aussi pour éviter de construire des décors. Là, on va les peindre sur une vitre, et on va juste laisser une partie de la vitre transparente. Et donc, on va pouvoir filmer à travers la vitre une partie en live avec donc, des vrais acteurs dans des vrais décors. Et tout le reste, ce sera peint. Donc, ça évite d'avoir à reconstruire. Là, c'est encore pour minimiser les décors à reconstruire. Et donc, si on veut filmer, avoir l'impression qu'on a des décors qui sont assez importants, en profondeur, on ne va pas les construire, on va juste les peindre. Et donc, il y a des artistes qui étaient spécialisés dans le fait de peindre des décors. Et vous allez voir l'exemple. Donc là, on est dans une deuxième version de Ben-Hur. Donc toujours la course de chars. Donc là, on est en plan rapproché, donc c'est des vrais figurants. Et ici, donc, on voit que ça ne bouge que dans la partie basse, ici, devant. Et tout le reste, ici, c'est de la foule peinte et des décors donc, qui sont peints
donc sur cette plaque de verre. Et ça a continué à être utilisé jusque dans les années 80, puisque pour cet épisode de Star Wars, épisode 6, on voit quelqu'un qui est en train de peindre une armée donc de fantassins. Alors pour le besoin de réalisme, donc à l'époque, on fait appel à des vrais. Donc là, c'est des figurants, mais c'est des figurants qui sont capables de monter à cheval, de supporter une vraie armure. Et donc là, il y a de l'entraînement. On est obligé d'entraîner. Et donc, c'est des scènes qui demandent énormément de temps de préparation pour aller en quête du réalisme donc de ces scènes de bataille. Donc là, c'est dans le film Falstaff d'Orson Welles. Et on va aller encore beaucoup plus loin que ça dans le film qui est l'adaptation de Guerre et Paix, donc un film russe de Sergueï Bondarchuk en 1967, parce que ici c'est des reconstitutions donc des guerres napoléoniennes en Russie. C'est un film qui dure 7 heures et il y a des scènes de bataille qui durent 45 minutes. Donc on est dans la reconstitution de ces batailles et c'est grandiose. Et à l'époque, il avait utilisé 120 000 figurants pour une des batailles, la bataille de Borodino. C'est énorme. Une partie des figurants étaient des vrais soldats de l'armée rouge à l'époque. Mais là encore une fois, pour le réalisme, vous avez vu un certain nombre de chevaux qui chutaient. Et là encore une fois, on acceptait encore jusque dans les années 60 de tuer des chevaux pour aller chercher le réalisme donc, de ces scènes de bataille. Et donc, pour la petite anecdote, on disait que Sergueï Bondarchuk était aux commandes de la 7e plus grande armée du monde à l'époque, avec ses 120 000 figurants. Mais il ne détient pas le record au Guinness Book. Le record est pour cette petite séquence des funérailles de Gandhi, dans le film Gandhi de Richard Attenborough. J'attends qu'on voit le plan en question. Voilà, ici, il y a 300 000 figurants. Et donc ça, c'est le record pour, donc dans un film pour l'utilisation de figurants réels. Ça a été dépassé après quand on va arriver aux figurants numériques. Mais dans un film, donc avec des figurants réels, le record, c'est 300 000 figurants. Et seulement une petite partie d'entre eux était payée. Et c'est une scène qui est toute petite, très courte. Voilà, alors j'en arrive maintenant aux alternatives à la figuration réelle. Alors la première alternative est assez marrante, c'est des cotons-tiges. Donc là encore une fois, on a des décors qui sont miniatures. On voit la taille des décors ici par rapport donc, au caméraman. Et à l'intérieur ici de ce décor, donc on le revoit ici, eh bien on a des grilles et on va y mettre des coton-tiges qui sont donc mis dans la grille, et en dessous du décor, on a des ventilateurs qui vont souffler pour mettre du mouvement, pour que les coton-tiges bougent, et pour avoir l'effet d'avoir du mouvement à l'intérieur de cette foule. Donc à la fois la diversité visuelle, parce que les cotons-tiges sont peints avec des couleurs différentes, et les cotons-tiges vont bouger, parce qu'il y a une soufflerie en dessous qui les fait bouger. Donc soyez attentifs dans le petit extrait pour voir, juste focalisez-vous sur la foule. Donc là, vous voyez, c'est le plan, sur ce plan-ci, on voit qu'il y a un peu de mouvement. Voilà. Alors, autre effet simple, c'est de la composition de sous-motifs. Ça permet de réduire le nombre de figurants. On filme devant un fond vert ou bleu,
Et après, on fait de la composition de ces sous-motifs dans le décor. Par contre, ça impose d'avoir un point de vue de caméra qui est fixe. Et on va voir, bien sûr, les sous-motifs, puisqu'on va composer plusieurs fois, donc avec des figurants qui ne vont pas changer de vêtements entre-temps, et donc on va avoir des motifs répétitifs. Alors dans certains cas, c'est pas problématique, puisqu'ici, ils ont tous les mêmes vêtements. Donc on peut faire facilement de la composition de sous-motifs dans ce genre de film. Et donc c'est ce genre de technique qui a été utilisé pour ce film de Jean-Pierre Améris en 2012. Alors, autre usage, des poupées gonflables. Donc là, c'est facile, ça prend pas beaucoup de place. On a plein de poupées gonflables, il y a juste besoin de les gonfler, de les placer dans les décors, et puis de les habiller un petit peu, donc avec des vêtements, des masques, des perruques, des accessoires, des lunettes, etc. Alors l'inconvénient, c'est qu'ils vont être statiques, ces figurants, dans le décor, mais pour des plans courts et pour de l'arrière-plan, ça fait la blague. Donc ça a été pas mal utilisé, ça ne l'est plus aujourd'hui, mais ça l'a été jusqu'il y a une dizaine d'années. Et donc là, vous avez un exemple d'un film, donc Le discours d'un roi de Tom Hooper en 2010. Voilà, donc ici, vous voyez donc les figurants ici. Certains ont des masques, mais si vous regardez, alors il faudrait zoomer, mais là, pour un certain nombre, il n'y a même pas de masque, on leur a juste mis des chapeaux. Et ils sont tellement loin qu'on n'a même pas pris le temps de leur mettre des masques. Et le plan est court, et on focalise l'attention sur le roi qui est au milieu. Et donc là, c'est de la vision périphérique. Et donc, ça permet juste de meubler le plan, et ça fonctionne. Alors si on veut aller plus loin dans le réalisme, on utilise des plaques animées. Donc on va demander à des figurants de faire des petites scénettes de vie devant un fond vert ou un fond bleu, et puis après on va composer ça dans le décor. Et donc on a des petits stencils de vignettes animées, et on peut les filmer selon plusieurs points de vue. Et donc en fonction de l'angle entre la caméra dans le décor final et la prise de vue, enfin l'orientation de la vignette, on va choisir une ou une autre prise de vue par rapport au personnage. Et donc ça a été utilisé dans le film Gladiator en 2000. Et donc ici, donc, il faut remplir le Colisée, et donc le Colisée, c'est 50 000 personnes. Sauf que, bon, avoir 50 000 figurants, c'est compliqué, donc ils ont utilisé cette technique, et ils ont filmé 35 figurants avec 3 caméras, avec 3 points de vue différents. Et pour rajouter de la diversité visuelle, en fait, les figurants portaient des vêtements bleus, et après, on faisait des retouches numériques pour recoloriser les vêtements, pour mettre des couleurs différentes. Ça permettait d'avoir de la variété visuelle sur les vêtements, tout en utilisant un nombre limité de figurants. Et ça, c'était pour les plans larges, donc 35 figurants pour remplir un Colisée de 50 000 personnes. Et pour les plans plus rapprochés, ils ont utilisé 2000 figurants pour une foule de 35 000 figurants. Alors j'en arrive maintenant au passage à la 3D. Donc le passage à la 3D, c'est arrivé au milieu des années 90, parce qu'il faut déjà disposer des ordinateurs avec les cartes graphiques. Et donc c'est le début de ces techniques-là. C'est aussi le début de la capture de mouvement. Donc on va mettre des marqueurs sur différentes positions anatomiques du corps. Et donc on met des petites boules réfléchissantes et on filme avec des caméras infrarouges. Donc on va mettre par exemple ici, là, là, et donc on va pouvoir filmer les mouvements en mettant un certain nombre de caméras infrarouges autour et récupérer donc le mouvement du figurant. Et ça va permettre d'injecter ça dans la doublure numérique du figurant et donc de pouvoir
filmer de la même manière qu'avec les vignettes stencil en 2D. On venait composer donc des petites scénettes en 2D. Là, on va filmer des scénettes avec des figurants en 3D et on va pouvoir après les placer dans les décors. Et donc le premier usage de ça, c'est dans Titanic en 1997 de James Cameron. Et alors il y a eu aussi une doublure avant de Val Kilmer, donc de l'acteur Val Kilmer dans Batman Forever en 1995. Là pour des scènes où il vole dans les décors et donc c'était compliqué de faire ça avec le vrai acteur. Donc là vous allez voir, donc vous voyez donc les petites boules sur la combinaison et donc les figurants donc sont filmés, puis après c'est transposé donc sur des figurants numériques. Mais il y a toujours des vrais acteurs ou figurants qui sont utilisés comme entrée. Donc la source, elle est toujours... on est dans de la reproduction, c'est juste qu'on reproduit sur des personnages numériques ce que font de vrais figurants ou acteurs. Et après, donc là, comme la maquette du bateau n'est pas à l'échelle 1, mais à une échelle réduite, après on va composer pour pouvoir peupler cette maquette de bateau. Alors après, à l'époque, les capacités graphiques des ordinateurs, c'était des ordinateurs qui prenaient la taille d'une pièce, des immenses armoires, mais ils avaient des capacités graphiques qui sont beaucoup plus faibles que nos téléphones portables aujourd'hui. Et du coup, il y avait des problématiques de taille mémoire, et donc quand on veut avoir des foules avec beaucoup de personnages, c'était compliqué. Donc on a commencé à réfléchir à des solutions, des techniques. Et là, une des techniques, c'est le niveau de détail. C'est en fonction de la distance à la caméra, ça ne sert à rien si le personnage fait 1 ou 2 pixels en arrière-plan, d'utiliser la version la plus complète du personnage numérique. Et donc, en fonction de la distance à la caméra, on va pouvoir avoir, donc là vous avez la version la plus précise du personnage, et puis petit à petit, on va le dégrader. Donc on va enlever des polygones dans sa représentation, jusqu'à arriver à des versions beaucoup plus simples, beaucoup plus simplistes. Mais ça permet, donc pour les personnages qui sont au fond ici, eh bien, de les voir, mais sans que ça prenne trop de place mémoire. Alors après, pour éviter quand il y a des mouvements de caméra dans la scène, que ça flique, c'est-à-dire qu'on ait des sautes dans l'image parce qu'on passe d'un niveau à un autre dans la représentation, on utilise des techniques d'interpolation où on va mélanger 2 niveaux de détail pour avoir un saut qui soit invisible. Donc là, il faut se dire qu'on est en 2001, donc c'est vraiment le tout début des effets spéciaux. Les cartes graphiques sont assez peu performantes. Et voilà, donc mais ils ont quand même réussi à faire ce genre de film avec des scènes de bataille. Il y a des scènes avec encore plus de personnages. Alors là, on va faire encore un saut dans la complexité pour la trilogie du Seigneur des Anneaux, puisque Peter Jackson voulait des armées de plusieurs centaines de milliers de figurants. Et bien sûr, vu les personnages, c'était compliqué de demander à des vrais figurants de faire le job, parce qu'ils n'ont pas tous la dimension, la morphologie humaine. Et donc il a demandé à quelqu'un de travailler et de réfléchir donc, à une solution logicielle. Et donc c'est Stephen Regelus, avec qui il avait déjà travaillé sur un film préalablement, qui a travaillé dans le studio Weta en Nouvelle-Zélande pendant des mois pour construire le logiciel, qui s'appelle Massive. Et chaque figurant est doté d'une intelligence artificielle. Il perçoit son environnement, il va prendre des décisions, il va agir, et ils vont pouvoir agir en interaction avec d'autres figurants dans la scène.
Alors, le point d'entrée, c'est toujours de la capture de mouvement. Donc on a toujours besoin d'avoir de la capture de mouvement, mais du coup, on va capturer plein de mouvements différents pour nos personnages, et ça va leur donner un certain nombre de capacités. Donc ils vont savoir faire un certain nombre de choses. Et après, il va falloir déterminer comment on enchaîne, comment on combine tous ces mouvements. Donc il y a beaucoup de chorégraphie, beaucoup d'enregistrements de mouvements. Et donc avec des personnes qui vont former les figurants à faire les mouvements en question. Ça va être capturé donc en capture de mouvement. Et puis après, ben, on voit la même chose sur un combattant. Alors là, on voit le combattant tout seul, mais bien sûr, il est censé se battre avec quelqu'un d'autre. Donc après, il va falloir arriver jusqu'à combiner et donc faire de la chorégraphie de combat. Donc là, c'est de la chorégraphie 1 contre 1, mais bien sûr, dans les scènes, ça va au-delà de ça. Mais vous voyez ici la complexité de la représentation du cerveau d'un agent massif. Et donc pour qu'il soit capable de faire tout ce qu'on veut qu'il fasse, on arrive à construire des usines à gaz. Et ce logiciel, il faut à peu près 6 mois pour apprendre à s'en servir. Il est extrêmement compliqué. Mais après, donc, ça permet de reconstituer des scènes de bataille. Mais ici, si vous regardez l'arrière-plan, vous voyez qu'il y a des figurants qui sont en train de quitter la scène de combat. Ils ont pris la décision donc de s'enfuir. Et c'est parce qu'ils sont complètement autonomes. Alors bien sûr, mais après, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, corriger le modèle pour arriver à ce que tous les figurants restent sur la scène de bataille. Mais ça a permis donc de faire des séquences avec énormément de foule et d'une grande qualité visuelle. Donc bien sûr, au premier plan, on a toujours des vrais figurants, des vrais cavaliers, mais derrière, c'est des figurants numériques. Alors ce logiciel, donc, qui est le premier logiciel qui a été créé pour faire des foules numériques, il continue d'être utilisé aujourd'hui. Il est de moins en moins parce que, vu sa complexité, vu qu'il y a d'autres logiciels qui ont été inventés après, mais il continue encore d'être utilisé par certains studios. Mais il a été utilisé dans énormément de blockbusters depuis sa création au début des années 2000. Alors ici, on va encore aller à un niveau de réalisme plus élevé, donc c'est pour Matrix Reloaded, puisqu'on va avoir une scène de combat entre Neo et une multitude d'agents Smith. Alors bien sûr, l'acteur lui-même, qui incarne l'agent Smith, il ne peut pas se dédoubler. Et du coup, on va ici créer une doublure numérique, mais non seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau du visage, des expressions du visage. Et donc on va complètement scanner la personne, scanner ses expressions et être capable de restituer les expressions, des mouvements corporels avec la technique de capture de mouvement, mais aussi la capture des expressions faciales. Alors là, je ne vous montre pas la séquence en entier, mais juste un bout. Mais tout ça, ça a été capturé donc, par de la chorégraphie avec de la capture de mouvement. Et après, c'est combiné à l'image. Et donc, il y a Neo face à une centaine d'agents Smith.
on arrive à un deuxième logiciel. Donc là, c'est un studio qui va développer en interne, contrairement à Massive, qui est un logiciel qui a été développé en interne et qui après a été commercialisé et peut être utilisé par tous les studios du monde qui veulent l'acheter. Là, on est dans un développement technologique interne pour avoir une différenciation par rapport aux autres studios. Donc ils ont développé leur propre solution pour faire de la foule. Donc c'est le studio MPC à Londres. Et donc le logiciel s'appelle Alice. Et ça a été développé donc, pour le film 3 de Wolfgang Petersen. Et ici, donc, on fait, pour des scènes de bataille, on va encore faire appel à des vrais figurants qu'on va entraîner. Donc on va entraîner 800 vrais figurants donc, au combat. Donc, vous voyez ici. Donc, pendant quelques semaines, ils vont être entraînés au combat. Et après, une fois qu'ils sauront faire les types de combats qui sont souhaités pour ce film, on va passer à une phase de capture de mouvement. Et après, ces mouvements vont être utilisés pour être dupliqués, puisqu'il y a bien sûr beaucoup plus que 800 combattants dans les scènes du film. Et donc le logiciel permet donc de combiner. Donc en fait, les vrais figurants, ils sont au milieu. Et tout le reste, c'est des figurants numériques. Là encore, on utilise des niveaux de détail, de la capture de mouvement. Et donc après, on combine tout ça dans le logiciel. Et donc là, vous voyez des couleurs différentes représentent des niveaux de détail différents dans les personnages qui sont utilisés dans les scènes de combat. Or, ce logiciel, il a été utilisé pendant un certain nombre d'années, mais il a été réécrit au moins 3 fois à l'intérieur du studio et développé par une équipe de quelques personnes. Donc ça a été développé d'octobre 2002 à avril 2004 par une dizaine de personnes. Mais après, il a fallu le faire évoluer pour ajouter des fonctionnalités, et notamment pour la World War Z. Donc on a des zombies qui escaladent des murs et qui se montent les uns sur les autres. Et là, ça nécessite autre chose que juste du rejeu de mouvement, en capture de mouvement. Ici, on est obligé d'utiliser les lois de la physique pour que les personnes donc, montent, mais après, on voit, elles chutent. Et donc, il y a la gravité, et donc il faut être capable de simuler donc, la physique des personnages, la manière dont ils se rentrent les uns dans les autres. Et le problème, c'est que la physique, c'est pas prédictible. Et donc, quand on fait la simulation, dès qu'on va légèrement modifier les paramètres, on peut obtenir quelque chose d'extrêmement différent. Et donc, pour la séquence que vous venez de voir à la fin, là, qui s'appelle la séquence du blob, entre la première version de cette séquence et la version finalement acceptée par le réalisateur, il y a eu 1000 itérations. C'est énorme. Et après la 1000e itération, il a encore fallu retoucher à la main tous les personnages que vous voyez en orange ici. Donc tout cela, il a fallu les réanimer à la main. C'est ceux qui sont visibles au premier plan par rapport aux autres, pour que le résultat soit validé par le réalisateur. Donc ça demande un travail phénoménal. Et il reste des irréductibles, comme Christopher Nolan, qui lui ne veut pas utiliser de figurants numériques. Et donc ici, dans ce film, The Dark Knight Rises, il avait besoin de 12 000 figurants réels, sauf qu'on n'a plus du tout l'habitude aujourd'hui d'être figurant, c'est plus un métier. Et donc c'est compliqué de trouver 12 000 figurants. Et donc pour attirer les gens à venir passer une journée au soleil en Californie, dans un stade, il a organisé des jeux. Donc il y avait un certain nombre de choses à gagner. Il y avait des iPads à gagner, il y avait même des courses de Batmobile. Et donc il y avait un show de Batmobile sur le terrain. Donc pour que les gens passent la journée, il fallait leur proposer du spectacle pour qu'ils acceptent de rester figurants et qu'en plus ils puissent potentiellement gagner quelque chose.
Voilà, alors là je vous ai présenté un certain nombre de techniques qui ont des avantages et des inconvénients. Euh, du point de vue de la flexibilité massive et Alice, donc les logiciels avec des figurants 3D, c'est extrêmement flexible, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre, très compliqué à apprendre, et il faut des mois de formation. Les figurants réels, c'est un peu moins flexible, mais l'inconvénient, c'est que si on veut modifier le plan de caméra, si on veut modifier quelque chose, on est obligé de faire revenir tout le monde dans le décor et de refilmer. Avec le matte painting, on peut changer le mat. Par contre, faut pas changer la partie, enfin la taille de la partie à filmer, parce que sinon on est obligé de refilmer aussi. Les plaques animées, bon, c'est plus flexible, mais on peut faire que de la composition de ce qui existe dans ce qui a été fait par les personnages, et puis ça ne peut fonctionner que sur des petites scénettes courtes, statiques. Les personnages ne vont pas bouger à l'image. Et les poupées gonflables, donc c'est très facile à mettre en œuvre, mais par contre c'est un point de vue de caméra fixe et des plans courts en arrière-plan. Et donc, nous, on est arrivé en 2009 avec l'idée d'essayer à la fois d'avoir quelque chose facile à mettre en œuvre et du niveau de flexibilité, donc des logiciels comme Massive et Alice. Donc on est une petite équipe, on est 7 personnes localisées en Bretagne, à Rennes. On a été créé en janvier 2009. Donc on est une spin-off d'un laboratoire de recherche commun entre l'Université de Rennes 1, des écoles d'ingénieurs et le CNRS et l'INRIA. Et bon, voilà, on a créé ce logiciel que je vais vous présenter. On en est à la 8e version. On va sortir à l'automne la 9e version du logiciel. Et il est aujourd'hui utilisé par un peu plus de 450 studios dans le monde d'effets spéciaux, d'animation. Il est utilisé pour des blockbusters, beaucoup de Marvel, des séries mondialement connues comme Game of Thrones, The Walking Dead, Love, Death Robot, Arcane, Squid Game, etc. Et on a eu le plaisir d'avoir quelques prix prestigieux ces dernières années, puisqu'on a 2 Emmy Awards techniques. On a le prix de l'innovation de l'Académie des Césars. Voilà, donc ça reconnaît l'apport de notre technologie et de nos logiciels donc pour l'industrie du cinéma et de la télévision. Donc voilà quelques exemples de projets, de studios qui utilisent le logiciel. Et donc, le logiciel s'appelle Golem Crowd. Qu'est-ce que c'est que Golem Crowd? Vous allez voir quelques images ici de ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez que derrière les 3 premiers personnages, qui sont des figurants réels, tous les autres ici, tout ça, ce sont des figurants numériques. Vous voyez des extraits donc, de films ou de séries différents. Donc ici c'est Camelot, donc avec la chorégraphie, des mouvements, des armes d'attaque de la forteresse. On a aussi utilisé dans des cinématiques de jeux vidéo. C'est un film espagnol. Du cinéma d'animation. Et donc on n'est pas cantonné à l'humain, donc on peut animer n'importe quel type de personnage, qui soit animal, humain, des robots, des monstres, n'importe quoi. Et donc pour les scènes de Game of Thrones, on est monté à plus de 500 000 figurants numériques.
Alors, l'ensemble des technologies intégrées pour faire ça, donc on doit avoir de la diversité visuelle et morphologique pour éviter d'avoir l'armée des clones. Donc, on doit être capable de gérer des personnages qui vont avoir des morphologies très différentes. Mais on ne veut pas non plus capturer des mouvements individuellement sur chaque morphologie. Et donc, on a un moteur d'animation qui sait animer les personnages et qui sait faire ce qu'on appelle de l'adaptation morphologique et qui va pouvoir adapter un mouvement d'origine sur un personnage qui a une morphologie différente. Et on peut même combiner des mouvements. Donc si on a un centaure, on va pouvoir combiner des mouvements entre des parties qui viennent d'un animal et d'un humain. Donc on peut mélanger, synchroniser, enchaîner des mouvements. Et après, on a un outil donc d'édition de comportement. Donc on va pouvoir décrire les comportements individuels, les comportements collectifs, des formations, des groupes, des armées qui doivent respecter des formes géométriques particulières, comme l'armée romaine par exemple. Et puis on a des algorithmes un peu spécialisés, donc planifier les chemins, donc un personnage qui doit se déplacer dans un décor, il doit éviter les obstacles et il doit trouver son chemin pour aller d'un point à un autre. Mais si dans un même plan, on a à la fois des monstres, des humains et des souris, ben, ils n'ont pas les mêmes capacités locomotrices de mouvement, ils n'ont pas la même morphologie, pas la même taille, et donc on va pouvoir avoir plusieurs représentations de l'environnement pour que chacun puisse savoir où il peut se déplacer, quelle hauteur d'obstacle il peut franchir, et donc on peut gérer tout ça. Et après, il y a de l'évitement de collision, donc éviter les collisions avec d'autres personnages. Et là aussi, il n'y a pas un seul algorithme qu'on peut utiliser parce qu'ils ont des propriétés différentes. Quand on est à faible densité de population, eh bien, les gens vont s'éviter en anticipation. Donc si on est en France, on va éviter par la droite. On est en Angleterre, on va reproduire donc, le code de la route, et donc on va s'éviter par la gauche. Mais c'est de l'anticipation. Si on est à forte densité, on n'a plus cette capacité d'anticipation parce qu'on est collé aux autres. Et donc là, on doit avoir des modèles d'évitement qui sont plus liés à la physique. Et donc on a plusieurs algorithmes que l'on propose et que les gens vont pouvoir utiliser en fonction des conditions, des plans. Et puis après, on va pouvoir placer les personnages en 2D, mais aussi en 3D, parce qu'on sait aussi faire déplacement de bancs de poissons, de nuées d'oiseaux, et des abeilles, etc. Et on a aussi des algorithmes spécifiques pour des personnages qui volent ou qui nagent. Et puis après, il y a toute la physique, donc la simulation des vêtements, simulation des cheveux, simulation des poils, et puis tout ce qui va être collision, choc, explosion, des personnages qui doivent réagir à une explosion, donc qui vont voler, donc suite au souffle et à l'impact de l'explosion. Et donc tout ça, c'est intégré aussi dans le logiciel. Et après, si c'est pas encore suffisant, les gens peuvent venir créer leur propre comportement. Donc on fournit un niveau expert où les gens vont pouvoir, à partir donc, de briques de base, venir composer et définir leur propre comportement. Donc on a des capteurs de perception que l'on peut spécialiser. Et après, on va pouvoir définir des comportements comme ici les cavaliers qui vont éviter les groupes de fantassins tout en restant en coordination avec les autres cavaliers dans le groupe. Donc là, vous voyez donc les armées avec des formations, et donc tous ces personnages sont synthétiques. Voilà, et donc l'exemple de tout à l'heure a été utilisé juste dans ce plan-là. Voilà. Alors, dans ce logiciel, on utilise de la simulation. Ça veut dire qu'il faut faire des itérations. On va modéliser un certain nombre de choses, faire de la capture de mouvement, combiner tout ça dans des personnages qui vont être modélisés. Et il va falloir un certain nombre d'itérations.
pour éviter de passer trop de temps, si vous vous rappelez de l'exemple des 1000 itérations dans World War Z, on a créé un deuxième logiciel qui permet de faire des retouches de simulation. C'est-à-dire que si on est très proche du résultat final, plutôt que de repasser par des itérations, modifier des paramètres, regarder ce que ça donne, on va faire juste de la retouche. On va prendre un personnage, le sélectionner, légèrement modifier son mouvement, légèrement le déplacer, et donc on fournit un outil qui permet donc de faire ça. Alors on n'est pas les seuls à développer ça. Il y a deux studios très connus que sont Pixar et DreamWorks aux États-Unis qui développent leurs propres solutions logicielles en interne, qui ont développé aussi des outils de ce qu'on appelle des outils de layout. Voilà, donc nous on a créé notre logiciel qui s'appelle Golem Layout, qui a été beaucoup utilisé dans la saison 7 de Game of Thrones. Et là vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec. Donc là, il n'y a pas de simulation, on prend des personnages avec des mouvements, et après on va pouvoir composer, utiliser un certain nombre d'opérateurs, et on va assembler tout ça, et donc créer une foule. Donc là, vous voyez petit à petit les opérateurs que l'on rajoute, et ça complexifie un peu petit à petit donc, la scène. Et donc maintenant, on a des clients qui n'utilisent plus l'autre logiciel, mais qui n'utilisent plus que celui-là. Donc, par exemple, dans ce plan-ci, donc tous les personnages qui sont autour des personnages principaux, donc hormis ces 4 personnages-ci, tout le reste est animé en utilisant l'outil de layout. Donc ça permet de mettre de la vie dans les arrière-plans, les seconds plans, et d'arriver très facilement à obtenir le résultat escompté. Et donc, petit à petit, donc on a gravi les échelles de complexité. Donc, au début, on faisait de la publicité en arrière-plan pour des voitures, ce genre de choses. Et puis, petit à petit, on a commencé à être utilisé dans des films. Après, on a créé Golem Layout. On a commencé à être utilisé dans des projets d'un plus grande envergure. On a rajouté de la fourrure, des poils, des cheveux, des vêtements. Et puis maintenant, on est arrivé au premier plan, c'est-à-dire qu'on est vraiment utilisé juste derrière les quelques figurants réels qui restent à l'image. Et donc en conclusion, donc au départ, la foule s'était réservée à des très très gros studios hollywoodiens qui utilisaient le logiciel Massive ou un studio MPC qui avait développé son propre logiciel. Et en arrivant, nous, on a démocratisé l'usage de ces technologies. Et maintenant, aujourd'hui, c'est accessible par des freelances, des personnes qui travaillent tout seuls, qui vont pouvoir faire des plans comme ça pour des petits projets, pour des courts-métrages, pour des projets de moins gros budget. Et donc, on a participé à cette démocratisation. Alors, il y a eu, après nous, il y a eu 1 ou 2 autres logiciels qui ont été créés aussi et qui sont utilisés. Alors certains ne sont pas restés très longtemps, donc il y a un logiciel chinois qui a été utilisé pendant quelques années, et puis il y a un autre logiciel aujourd'hui, Houdini Crowd, qui continue d'être utilisé. Mais du coup, maintenant, la technologie est désormais accessible à tous les créatifs des studios. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur spécialisé pour faire des foules. Maintenant, les créatifs directement peuvent s'en servir au sein des studios. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.